Pourquoi est-ce que l'État a fait le choix de soutenir le calcul intensif ? Dans le domaine de la science et de la technologie, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus de complexité. Le front de la connaissance implique des découplages multi-échelles, multiphysiques, et qui nécessitent des puissances de calcul sans cesse croissantes, mais également des compétences en algorithmique, développement d'outils informatiques. Et pour un certain nombre de sujets, c'est un enjeu stratégique, même de souveraineté nationale, pour le domaine de l'énergie, par exemple, pour le domaine de la climatologie. Et donc, c'est un des rôles de l'État d'être capable d'investir, mais également d'investir intelligemment. Et c'est là que je voudrais juste souligner que pour une rare fois, un rapport avec des recommandations a été traduit d'effets concrets, avec la création d'une structure efficace et qui permet, même dans des temps difficiles, de continuer à avoir des investissements continus et conséquents. Alors, investissement, est-ce que ça représente des investissements importants, très importants ? Par exemple, le PRACE, la machine pétaflopique, donc c'est un engagement de la France auprès de l'Europe d'un équivalent de 100 millions d'euros. Et donc ça, c'est... Et aujourd'hui, en plus de ça, donc... Gensi, c'est aux alentours de 30 millions d'euros par an, en dehors de ce que mettent également les établissements de recherche, donc CEA, INRIA, CNRS, les universités. Et on ne compte pas là-dedans l'intellect, c'est-à-dire les compétences accumulées. Et ça, c'est aussi important de ne pas laisser disparaître ça et de mutualiser cette intelligence au service d'un effort collectif. Bernard Bigot, pour vous, la création de Gensi, ça a permis de planifier l'effort français. C'est une chance formidable qui a été justement cette capacité de planification. Et donc, j'ai quelques chiffres. Entre 2000 et 2004, la France était passée de 28 à 15 machines dans les 500 premières mondiales. Et elle s'est retrouvée avec la première d'entre elles à la 41e place, alors que nos amis anglais, à la même époque, avaient 2 machines dans le top 20. Bon. Donc, nous étions dans un déficit de planification. Chacun faisait ses efforts, mais cette conjugaison n'était pas efficace. Et suite au fameux rapport Léon Sartorius, nous avons pris la mesure et la conscience qu'en travaillant ensemble, en planifiant notre effort, en se dotant de cet outil donc, qui permet un investissement régulier, c'était un plus tout à fait formidable. Donc aujourd'hui, la France a rattrapé son retard ? Je le crois très largement. Nous avons une capacité aujourd'hui, effectivement, de calcul qui est offerte à la communauté, à la fois scientifique et industrielle, qui est remarquable. Nous avons mis en place des outils complémentaires. En particulier, je salue la mise en place de la maison de la simulation, donc en association étroite avec le CNRS, les partenaires universitaires sur le plateau de Saclay. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un investissement dans le matériel, mais c'est un investissement aussi dans l'intellectuel, faciliter effectivement la capacité qu'il y a à permettre aux chercheurs d'accéder à ces moyens dans des conditions, je dirais, beaucoup plus faciles. Et aujourd'hui, c'est au CEA, sur le site de Bruyères-le-Châtel, que se trouve le plus puissant calculateur de France. Est-ce qu'on peut déjà citer des résultats ? Oui, il y a déjà eu effectivement beaucoup de... le très grand calculateur n'est que civil, donc si une nécessité était de le préciser. Oui, il y a des très beaux résultats. Il y en a un qui m'a fasciné plus particulièrement, par exemple, c'est la capacité de modélisation des plasmas tels qu'on les connaît dans la physique de la fusion. C'était un vrai défi. Ça a été développé initialement sur le site de Bruyères-le-Châtel, et puis aujourd'hui ça l'est, comme vous le savez, au Japon, à Rokasho, sur une machine de même nature. Et je peux dire qu'aujourd'hui l'ensemble de la communauté mondiale qui a accès à ces moyens trouve là un outil tout à fait remarquable pour pouvoir modéliser là ces quelques
grammes d'hydrogène qui, avec une pression qui est 1 millionième d'atmosphère, est capable d'atteindre des températures de 150 millions de degrés. Et je l'espère, faire démonstration que l'énergie de fusion est un vrai plus pour l'avenir de cette humanité. Alain Fuchs, pourquoi le livre blanc sur le calcul intensif qui va être publié dans quelques jours a-t-il été rédigé par le CNRS? Alors c'est un exercice auquel on ne s'était pas livré depuis quelque temps, qui consistait à analyser et à cartographier l'utilisation du calcul intensif sur l'ensemble des disciplines et des instituts du CNRS. J'allais dire, y compris bien sûr nos partenaires, puisque quand on est dans une unité mixte de recherche, on ne distingue plus aujourd'hui ce qui est de l'ordre de l'enseignant-chercheur ou du chercheur qui fait des calculs. Quand il fait des calculs, il est évidemment le bienvenu. Et à tel point d'ailleurs que nous avons pu vérifier que les pratiques liées au calcul intensif, donc répertoriées dans ce livre blanc, touchant au CNRS au sens élargi avec ses partenaires les plus proches, concerne à peu près 2500 chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est donc une communauté énorme, tout à fait énorme, probablement une des plus importantes en Europe. Donc la cartographie est importante. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble des disciplines couvertes par le CNRS, on s'aperçoit, c'est une chose qui aujourd'hui n'étonne plus personne. Toutefois, il faut encore le cartographier convenablement, l'identifier, regarder où sont les points forts et les points faibles. Aujourd'hui, toutes les disciplines sont touchées, sont impactées, dans le sens positif du terme, par le calcul intensif, par le HPC. Ça va, bien entendu, des calculs, des simulations, j'allais dire maintenant très standards, parce qu'elles se font depuis longtemps dans le domaine de l'ingénierie, des systèmes complexes, de la météo et ainsi de suite, donc de l'environnement, des sciences de l'univers. Mais aujourd'hui, bien sûr, en passant par les domaines en très fort développement comme les sciences de la vie, et où là, on va parler de big data, en allant naturellement jusque dans les sciences humaines et sociales, pour lesquelles le calcul intensif commence à avoir des impacts également dans des domaines comme la démographie et ainsi de suite. Et d'après vous, comment est-ce qu'on peut anticiper l'avenir du calcul intensif ? Alors, anticiper, le développement aujourd'hui est tel qu'il faut réfléchir au calcul intensif lui-même, se rappeler qu'il n'y a pas que le calcul, il y a les environnements du calcul, la communication, Renater, on peut parler de Renater au passage, qui est quelque chose de très important pour tout le monde. J'ai parlé très vite du big data, mais le traitement des données derrière, qui va devenir extrêmement important, c'est un ensemble. On voit qu'au fur et à mesure que le calcul haute performance, HPC en tant que tel, rien que le calcul lui-même, Bernard Bigot parlait des classements internationaux, du fait que nous avons largement rattrapé notre retard. Il y a bien sûr la capacité de calcul, il y a le nombre de pétaflops qu'on est capable d'installer, et puis il y a tout l'environnement. Donc cet environnement, c'est, je l'ai dit, la communication, c'est le traitement des données, et puis c'est après, et ça n'est pas directement l'objectif de GENSI, qui s'occupe très bien de l'achat des machines et qui nous a été d'une très très grande aide absolument incontournable pour le financement et la mise en œuvre de la stratégie française d'équipement. Il y a bien sûr après les calculateurs, les compétences des calculateurs qui, elles, bien, sont chez les opérateurs. Louis Vogel, qu'apporte une structure comme GENSI aux universités ? C'est assez simple, c'est que nous sommes, les universités sont très demandeuses de puissance de calcul. Et comment dire, si on le dit en un mot, l'union fait la force. On ne va pas chacun de notre côté développer des équipements qu'on ne pourrait pas financer. Et en termes de... Vous savez que les financements sont contraints. Donc, il y a une seule solution en cas de financement contraint, c'est de mutualiser au maximum les moyens. Et GENSI s'inscrit au cœur de cette mutualisation. La CPU, c'est un instrument de mutualisation. Hein. Tout ce que nous intervenons, donc il est tout à fait normal qu'on ait notre place dans GENSI. Et je crois que la voie de l'avenir, c'est la voie du partage des moyens qui sont rares. Et tout à l'heure, Alain, il faisait allusion, il n'y a pas que GENSI. GENSI s'inscrit dans un système complexe aujourd'hui. Il y a Renater, par exemple, pour le transport de données. Il y a l'ABES, il y a Couperin, il y a des tas de choses. Il y a l'AMU, qui est le bras séculier de la CPU. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est passé presque à une phase nouvelle. C'est-à-dire qu'il va falloir coordonner, rationaliser ces organes de mutualisation.
Et je crois que de ce point de vue-là, la CPU a véritablement une nouvelle mission à remplir. Une question encore, comment former les chercheurs de demain qui vont travailler sur ces machines ? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le C3I, par exemple, pour les doctorants, les mésocentres, c'est un succès. Alors, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je crois que dans nos universités, il faut que nous développions plus les cursus de master dans ce domaine. Je crois qu'on a encore un effort à faire. Et tout à l'heure, on disait qu'on était en train de rattraper notre retard. Je pense qu'on est dans la bonne voie, mais il faut poursuivre. Antoine Petit, qu'est-ce qu'un institut en mathématiques appliquées et en informatique vient faire dans GENSI ? Vous m'avez même aidé à souligner ce sujet. Vous êtes à la hauteur de 1% dans GENSI. Oui, c'est pas lourd. Oui, mais c'est le plus important des pourcents. Oui. Hein oui, c'est un gros pourcent, comme dit Alain. Voilà, d'abord, c'est celui qui fait ça. Oui, nous sommes là à double titre. D'une part, parce que nos équipes de mathématiciens et d'informaticiens travaillent avec les spécialistes d'autres disciplines sur toutes les techniques de simulation dont on a déjà parlé. Mais nous sommes là aussi pour comprendre comment ces nouvelles machines se programment. Parce qu'il ne faut pas croire que des machines pétaflopiques, comme on a aujourd'hui, hexaflopiques, dont on annonce l'arrivée pour la fin de la décennie, se programme simplement en prenant un code séquentiel que vous allez faire tourner sur la machine et que d'un seul coup, par miracle, ça va devenir plus performant. Il faut de nouveaux systèmes d'exploitation, il faut de nouvelles techniques de programmation, il faut être capable aussi de prendre en compte l'incertitude liée au fait que, vu le nombre de machines que constituent en fait ces grosses machines, il y en a forcément des qui vont tomber en panne. Donc être capable de gérer cette incertitude pose des problèmes aux sciences mathématiques et aux sciences informatiques pour lesquels nous devons apporter des solutions en vue de l'utilisation par l'ensemble des champs disciplinaires, comme c'était dit. Vous nous avez convaincus, vous êtes indispensable. Et est-ce Merci. que vous pouvez nous parler de l'initiative dont vous êtes à l'origine envers les PME avec Oseo ? Oui, avec Oseo donc, et GENSI, ce que nous nous sommes dit, c'est que c'est la capacité d'utiliser ces techniques de simulation ne doit pas être réservée aux grands exemples qui ont été évoqués autour de la météo, de l'énergie, mais que c'était aussi une source d'innovation pour les PME et qu'il fallait accompagner les PME dans cette démarche, qu'une PME, naturellement, ne va peut-être pas oser aller utiliser d'aussi gros moyens de calcul, et que donc nous avons monté cette opération avec GENSI et Oseo pour accompagner les PME sur des opérations d'utilisation de ces machines en vue de les aider à être plus innovantes et donc plus prospères. Et donc cette initiative HPC PME, on en reparlera dans le courant de cette soirée. Bernard Bigot, je vous ai vu prendre le micro, 30 secondes. Parce que je ne voudrais pas qu'on quitte cette table ronde sans rendre hommage à Catherine Rivière. Donc GENSI ne serait pas ce qu'elle est si Catherine, avec sa ténacité, son énergie, son enthousiasme, n'avait pas présidé à ses destinées. Donc je voulais le faire, je pense, au nom de tous.